Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. On commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. Le ministre chinois des Affaires étrangères a appelé la presse à se concentrer davantage sur les efforts de Beijing visant à construire des infrastructures sur ces îles. Un attentat à la voiture piégée visant un convoi militaire a fait au moins 28 morts et 61 blessés mercredi soir en plein centre d'Ankara. En réaction à la proposition de l'OPEP et de la Russie, l'Iran dit qu'elle résistera à tout effort pour limiter la production pétrolière. Monsieur Juncker, chef de la Commission européenne, a déclaré qu'il refusait d'envisager l'idée que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Le gouvernement chinois a approuvé 55 milliards de yuans d'investissement dans les infrastructures et pour la stabilité de l'emploi pour cette année. À la une de cette édition, Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, a réitéré la position de son pays concernant la mer de Chine méridionale. Une déclaration qui a été faite à la suite d'une rencontre à Beijing avec son homologue australienne, Julie Bishop. Wang Yi a indiqué que la presse devrait se concentrer davantage sur les efforts de Beijing visant à construire des infrastructures sur les îles de ses territoires marins, plutôt que de relayer les réclamations occidentales sur le déploiement d'un système de missiles à cet endroit. Selon les médias occidentaux, la Chine a déployé un système de missiles de défense sur l'île de Yongqing en mer de Chine méridionale. Par ailleurs, le ministre chinois des Affaires étrangères a précisé que cette installation limitée est nécessaire aux infrastructures de la défense nationale sur son propre territoire, n'est pas liée à la militarisation de la mer de Chine méridionale. J'espère que les médias, d'où qu'ils soient, y compris ceux des pays occidentaux et d'Australie, porteront leur attention davantage sur les phares que nous avons construits sur certaines des îles que nous utilisons en mer de Chine méridionale. Ces phares, aujourd'hui en fonction, sont très utiles à la sécurité des embarcations naviguant dans les environs. Ils peuvent aussi s'attarder sur les installations de prévision météorologique et autres que nous prévoyons de construire pour offrir abri, assistance, secours et intervention d'urgence aux bateaux de pêche. En tant qu'État le plus vaste de mer de Chine méridionale, la Chine a pris des mesures assurant biens et services à la communauté internationale. Elle joue également là un rôle positif. De plus, les installations limitées et nécessaires d'autodéfense que la Chine a construites sur les îles et récifs où est stationné le personnel chinois sont cohérentes avec le droit qu'a la Chine d'assurer sa protection et sa défense dans le cadre du droit international. Cela ne devrait être l'objet d'aucun doute. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a rappelé que la Chine respecte le droit international en dénonçant la demande d'arbitrage déposée par les Philippines. Wang Yi a expliqué qu'après que la Chine a adhéré à la Convention de l'Organisation des Nations Unies sur le droit de la mer en 2006, Beijing a émis une déclaration qui respecte les dispositions de l'accord. Il a ajouté que la déclaration gouvernementale exclut que la Chine soit soumise aux mesures obligatoires d'implantation. Le ministre Wang a aussi souligné que les Philippines ont non seulement violé un certain nombre d'accords en déposant une demande d'arbitrage sans le consentement de la Chine, mais n'ont pas respecté la déclaration sur le code de conduite sur la mer de Chine méridionale. Selon lui, tout processus d'arbitrage devrait seulement être déposé après que toutes les solutions possibles ont été étudiées puis rejetées. Les Philippines ont trahi notre confiance et sont allées à l'encontre de la justice en déposant cette demande d'arbitrage. On doit se demander s'ils ont pris ces décisions après l'apparition de circonstances internationales compliquées. Ils peuvent même avoir des buts politiques qu'ils ne veulent pas divulguer. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Yesui, a déclaré que la Chine s'opposait fermement au déploiement du système de missiles THAAD en République de Corée. Monsieur Zhang a affirmé que la Chine avait toujours cru en la dénucléarisation de la péninsule et qu'elle était engagée dans la résolution des tensions via le dialogue et la négociation. La Chine soutient les efforts du Conseil de sécurité des Nations Unies qui souhaite adopter dès que possible une nouvelle résolution contraignante. Zhang Yesui a ajouté que le déploiement du système de missiles
allait exacerber les tensions régionales et qu'il porterait également profondément atteinte aux intérêts sécuritaires de la Chine ainsi qu'à ceux des autres pays de la région. 4 chasseurs furtifs américains F-22 ont survolé la Corée du Sud en direction d'une base aérienne située près de Séoul. Escortés par 8 autres avions de chasse sud-coréens, les 4 avions de combat se sont posés dans la base aérienne de Osan, située à proximité de la ville de Pyeongtaek, à 70 km de la frontière avec la République populaire démocratique de Corée. Les chasseurs furtifs F-22 étaient basés à Okinawa au Japon. Aucune information n'a pour le moment été communiquée sur la durée de leur mission depuis la base sud-coréenne qui n'accueille généralement pas ce type d'avion de chasse. Pendant ce temps, la Corée du Sud et les États-Unis ont déclaré que le lancement d'une fusée par la RPDC le 7 février est délaissé d'un missile à longue portée. Le lancement censé mettre un satellite en orbite s'est fait dans la violation de plusieurs résolutions des Nations Unies interdisant l'utilisation de la technologie des missiles balistiques par la RPDC. Cette mission démontre clairement la solidité de l'alliance entre les États-Unis et la République de Corée, ainsi que la ferme résolution affichée par les deux pays pour maintenir la stabilité dans la péninsule coréenne. L'alliance des forces aériennes sud-coréennes et américaines, riche d'une très importante puissance de combat, est pleinement préparée à dissuader d'autres provocations de la part de la RPDC, voire même à la punir sérieusement en cas de vague de provocation persistante. Un attentat à la voiture piégée visant un convoi militaire a fait au moins 28 morts et 61 blessés mercredi soir en plein centre d'Ankara. Le pays est confronté depuis plusieurs mois à des attentats djihadistes et à des violences liées à la reprise du conflit kurde. Selon le gouverneur de la capitale turque Mehmet Kiliklar, cité par les médias locaux, cette attaque avait pour cible des bus de l'armée situés près de la place Kizilé, où se trouvent également de nombreux ministères, l'état-major de l'armée turque et le Parlement turc. Très puissante, l'explosion a été entendue dans une large partie de la ville et a semé la panique parmi ses habitants. De nombreuses ambulances et des véhicules de pompiers ont été dépêchés sur les lieux qui ont été au préalable sécurisés par un important cordon de forces de l'ordre. Cet attentat n'a encore fait l'objet d'aucune revendication, mais le président Recep Tayyip Erdogan a immédiatement promis de riposter. Une réunion prévue jeudi à Bruxelles entre un groupe de 11 pays de l'Union européenne dits volontaires pour se répartir davantage de réfugiés arrivant de Turquie a été annulée suite à cet attentat. L'Arabie Saoudite vient de lancer le plus grand exercice militaire conjoint de l'histoire du Moyen-Orient. L'exercice militaire conjoint, qui se déroulera sur 18 jours, a été baptisé Tonnerre du Nord. Il regroupe près de 350 000 soldats venant de 20 pays, tels que le Pakistan, l'Égypte et la Jordanie. Plus de 2500 avions de guerre, 20 000 tanks et une centaine d'hélicoptères sont actuellement positionnés dans le nord du royaume. Cet exercice militaire d'envergure fait suite à la récente annonce faite par Riyad, qui a rappelé que le pays pourrait déployer à terme des troupes au sol en Syrie pour combattre l'État islamique. L'Arabie Saoudite soutient l'éviction du pouvoir du gouvernement syrien actuel. Le ministre iranien du pétrole, Bijan Namdar Zanganeh, a dit que Téhéran ne renoncera pas à sa part du marché pétrolier, malgré la saturation de celui-ci. L'annonce intervient après l'accord sur une proposition d'entente de 4 pays producteurs de pétrole, s'accordant pour plafonner leur production de brut si les autres producteurs font de même. Ils ont négocié de geler le plafond de production de pétrole. C'est en soi discutable et nous devrions découvrir ce qu'ils entendent par là. Ils devraient venir ici et aussi nous parler. Ce qui importe est que tout d'abord, il y a un excès de l'offre sur le marché et qu'ensuite l'Iran n'abandonnera pas sa part de production. L'Iran dit qu'elle résistera à tout effort pour limiter sa production pétrolière et envisage à la place d'accroître sa production au niveau d'avant les sanctions. Les principaux producteurs de l'OPEP, plus la Russie, ont proposé de geler la production si d'autres nations pétrolières font de même. L'Iran dit que cet accord est illogique. Elle entend accroître fortement sa production dans les mois à venir, alors qu'elle vise à regagner sa part de marché perdue après des années de sanctions internationales.
Le chef de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a exprimé son opposition au Brexit. Et c'est là, alors que le Premier ministre britannique David Cameron a entamé la dernière phase des négociations pour garder son pays dans l'Union européenne avant un sommet crucial. Jean-Claude Juncker a déclaré qu'il refusait d'envisager l'idée que la Grande-Bretagne quitte le bloc, déclarant que le Brexit n'était pas une option. Le président du Conseil de l'UE, Donald Tusk, a quant à lui rappelé qu'il y avait encore des questions devant être résolues avant le prochain sommet qui abordera les demandes de la Grande-Bretagne envers les réformes de l'Union européenne. Donald Tusk a par ailleurs ajouté que des solutions devaient être trouvées aux questions comme les changements du traité de l'Union européenne et le mécanisme de protection sur l'accès aux avantages. Si je disais maintenant que nous avons un plan B, cela indiquerait une sorte de volonté de la Commission d'envisager sérieusement que la Grande-Bretagne puisse quitter l'Union européenne. Donc, je n'entre pas dans les détails d'un plan B, car nous n'avons pas de plan B. Nous avons un plan A. La Grande-Bretagne restera dans l'Union européenne en tant que membre actif et constructif de l'Union. Il y a encore des problèmes non résolus, comme les changements futurs du traité et le mécanisme de protection sur l'accès aux avantages, et enfin la notion d'une union encore plus proche. Nous devons trouver des solutions à toutes ces questions. La Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré mercredi que le gouvernement central chinois avait approuvé 55 milliards de yuans d'investissement pour cette année. Afin de conforter la croissance dans le pays, les planificateurs de haut rang ont rappelé que la priorité serait toujours donnée aux investissements dans les infrastructures et aux politiques en faveur de la stabilité du marché de l'emploi. Les investissements restent l'un des principaux moteurs de la croissance économique chinoise et le gouvernement central a encore augmenté les dépenses publiques au cours des dernières années. Plus de 5 000 milliards de yuans d'investissement ont été enregistrés à la fin de l'année dernière et une tranche supplémentaire de 55 milliards de yuans vient d'être approuvée en janvier dernier, selon les informations données par la Commission nationale pour le développement et les réformes. L'institution centrale a indiqué que l'accent serait mis sur la mise à niveau de certaines infrastructures. Les projets financés concernent les secteurs de l'eau et de l'énergie. Nous voulons améliorer le niveau de la population et cela passe notamment par des meilleurs réseaux d'approvisionnement, d'énergie et de transport. La création d'emplois est devenue avec le temps un indicateur clé de l'état de l'économie chinoise, et ce, depuis que le gouvernement prête davantage attention à la qualité de la croissance plutôt qu'à son aspect quantitatif. Zhao Chenxin a indiqué que l'économie chinoise avait créé plus de 64 millions d'emplois au cours des 5 dernières années, en raison notamment des efforts de restructuration ayant mis l'accent sur les secteurs des services à haute valeur ajoutée. La Chine doit désormais poursuivre son chemin et accentuer les efforts de réduction des surcapacités dans les industries gourmandes en énergie, telles que dans la production d'acier et de charbon. Beaucoup craignent que le pays soit mis sous pression suite à de grandes vagues de licenciements. Le porte-parole de la CNDR a rappelé qu'il n'y avait pas de raison pour s'inquiéter car les fondamentaux de l'économie chinoise restent solides et que de nouveaux moteurs de croissance sont en train d'émerger. Les fondamentaux de l'économie chinoise sont bons. La campagne actuelle visant à encourager le secteur privé porte progressivement ses fruits. Le gouvernement chinois s'est fermement engagé à poursuivre son soutien aux industries gourmandes en énergie dans leurs efforts de rééquilibrage de leurs effectifs. En tant qu'organe de planification économique de haut rang, les Chinois suivent avec grand intérêt les contours tracés par la CNDR s'agissant de la stratégie de croissance pour les 5 prochaines années. Zhao Chenxin a rappelé que la première version de la proposition avait déjà été revisée par la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale populaire le mois dernier et sera soumise en priorité lors de la prochaine session plénière. Le ministère chinois du Commerce a annoncé que l'investissement à l'étranger de la Chine avait connu une forte hausse en janvier. Reportage. Le ministère a déclaré que l'investissement direct non financier à l'étranger avait augmenté de 18,2% par rapport à l'année précédente à 12,02 milliards de dollars dans le mois. C'est presque 3 fois la croissance enregistrée le mois précédent. L'investissement dans le secteur manufacturier a connu près de 90% de progression au cours du premier mois de cette année. Les secteurs clés sont l'équipement électronique, la médecine, les produits métalliques et l'industrie automobile.
Janvier a aussi vu une progression des investissements directs vers les États-Unis de près de 4 fois supérieure à l'année précédente, à 1,56 milliard de yuan. Et compte tenu des actuels projets de fusion et acquisition, le ministère s'attend à un fort élan dans la poursuite de cette tendance durant l'année en cours. Les projets d'investissement majeurs aideront à améliorer les capacités opérationnelles des entreprises chinoises ainsi que les allocations de ressources globales. Le bon départ marque un pas plus solide pour que les entreprises chinoises aillent à l'international. La dépréciation de la monnaie chinoise, le yuan renminbi, a le potentiel de stimuler les exportations chinoises, mais présente un risque pour les entreprises étrangères qui vendent des biens sur le marché chinois. Plus le yuan est bas et plus le prix des produits importés augmente. CCTV s'est rendu dans une entreprise du sud de la Californie qui s'est préparée pour la baisse du yuan et qui espère réaliser cette année une croissance à 2 chiffres. Des petites éponges et des lingettes pour le visage. Oui, ce sont des outils. Donc vous couvrez tous les besoins cosmétiques possibles. Assurément. À seulement 28 ans, Betty Zhu est à la tête d'une entreprise basée juste à l'extérieur de Los Angeles. Imomoko vend des produits cosmétiques importés d'Asie et exporte des produits de beauté de marque américaine en Chine. C'est un rouge à lèvres américain et du vernis à ongles Revlon. Les produits stimulant la croissance des cils rencontrent un succès incroyable, notamment parce qu'ils ont été développés par des dermatologistes américains. La provenance américaine des produits est un argument de vente décisif pour les consommateurs chinois de produits cosmétiques. Cette demande constante a permis à Imomoko de doubler ses recettes chaque année depuis que la société a commencé à exporter en 2009. En 2015, les exportations de l'entreprise ont généré plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Mais la récente dépréciation du yuan et l'éventualité d'une baisse plus forte encore pourraient représenter un problème pour ses activités d'exportation en augmentant le prix de ses produits en Chine. D'ici à 3 ans, cette situation pourrait devenir problématique pour nous. Mais Imomoko est aujourd'hui capable de faire face à tout changement soudain de politique monétaire chinoise. C'est le cas grâce au partenariat solide qu'elle a établi avec des fournisseurs américains qui ont accepté d'absorber une partie des fluctuations de la devise afin de maintenir des prix stables. Un autre atout de la société réside dans la valeur ajoutée de ses produits qui sont authentiques et se démarquent ainsi de leurs concurrents. Nombre de ces sociétés chinoises de vente en ligne cherchent des produits provenant de sources autorisées. Comme nous avons en notre possession de contrats prouvant l'origine de nos produits, nous avons un avantage sur notre concurrence. Vous ne vous inquiétez pas de la santé de l'économie chinoise? Si elle se porte mal, vous vous en sortirez? Je pense qu'une femme aurait toujours besoin de rouge à lèvres. C'est vrai, même sans un sou, elles continueront de se faire belles. C'est certain. Oui. C'est une nécessité. Le Kenya est le deuxième plus grand producteur et consommateur de lait en Afrique subsaharienne. Ce secteur connaît une croissance rapide et contribue pour près de 4% au PIB du pays. La production de lait a doublé au cours de la dernière décennie. Cependant, il y a eu très peu d'amélioration dans les méthodes agricoles au cours des 25 dernières années. Certains agriculteurs souhaitent améliorer leur rendement. Reportage. Les Kenyans adorent leur lait. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'en moyenne, ils boivent 100 litres par an. Mais comme la plupart de l'industrie agroalimentaire du Kenya, le secteur laitier est encore largement sous-développé et cela résulte en une faible production de lait, à des maladies et à un forage de mauvaise qualité. Au niveau macro, l'industrie du lait contribue pour 14% du PIB agricole. Peter Matenge possède une exploitation dans la région de la vallée du Rift où presque 60% du lait du Kenya est produit. Il se nomme lui-même un exploitant urbain avec ses vaches sur un terrain de 15 par 22 pieds dans la ville de Nakuru. Ces vaches produisent une moyenne de 35 litres de lait par jour car il les relaxe et les divertit avec la télévision et de la musique. La musique et les activités comme la télévision apaisent l'esprit des animaux. Donc ils ne sont pas stressés, ils ont plus de confort. Avant, les vaches produisaient entre 27 et 30 litres de lait par jour. Mais quand j'ai mis en place le système de musique, la production de lait a augmenté.
Cela semble inhabituel, mais ce n'est pas une nouvelle idée. Des chercheurs à l'université de Leicester ont découvert que les vaches exposées à de la musique relaxante produisaient 3% de plus de lait. Peter soutient cette méthode. Il dit que sa production de lait a augmenté car en plus de les relaxer, ces vaches profitent d'un bon confort avec des tapis pour dormir et 2 techniciens gardent leurs environnements propres tout le temps. Il leur donne aussi du fourrage à haute teneur en protéines 3 fois par jour. Elles commencent à avoir à manger à 6 heures du matin. Après, c'est l'après-midi. Et enfin, à 8 heures le soir, elles ont à manger selon leur poids. Si un animal fait 500 kilos, il faut 10% de son poids en nourriture. Donc on lui donne 50 kilos de fourrage par jour. Peter Matengay vend son lait au supermarché et aux clients individuels à des prix plus élevés car il dit que la qualité et le goût sont meilleurs. Il forme également des étudiants et des agriculteurs aux techniques d'élevage de bétail sur de petites parcelles de terre dans les villes, ainsi qu'aux techniques d'hygiène et de gestion des déchets. Peter utilise ces déchets pour fabriquer du biogaz qu'il vend ensuite à ses voisins. Il y a un système de production de gaz que j'envoie ensuite dans le quartier aux gens qui vivent proches d'ici. Ensuite, le produit issu du biogaz vient de l'autre côté de l'exploitation. C'est à partir de cet endroit que je le récupère et que je le redistribue aux fermes alentours. Et par ailleurs, je peux cultiver des céréales et du maïs. Les résidus des déchets sont réutilisés comme herbicides dans sa ferme où il cultive et préserve son propre fourrage. Aujourd'hui, Peter conseille les universités, le gouvernement et les exploitants locaux en leur montrant comment mettre en place de nouvelles normes en matière de production et de santé. Le lait continue à être l'un des secteurs à la croissance la plus rapide au Kenya. Aujourd'hui, les investisseurs font la queue pour donner de l'argent dans l'industrie laitière du pays avec des millionnaires comme Dangote du Nigeria qui cherche à produire du lait en poudre et d'autres produits laitiers pour les marchés locaux et l'exportation. Les experts pensent que le secteur doublera sa croissance dans les 10 prochaines années, mais uniquement si les exploitants grandissent avec. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.